a vu pas mal de gens qui s'amusent à discuter sur les applis de rencontre avec des dialogues issus de textes littéraires pour voir la réaction de leurs interlocuteurs. Mais ça aurait donné quoi si les philosophes des Lumières avaient pu tweeter? S'ils avaient eu un compte Facebook ou s'ils avaient utilisé des mèmes sur 9gag? N'importe quoi, vous avez envie de me dire, c'est complètement anachronique, on peut pas transposer ça. Eh bien, figurez-vous que l'anachronisme est un outil de réflexion parfois utilisé par les chercheurs pour mettre en lumière certains aspects de leurs objets d'étude. C'est en tout cas ce qu'a fait la chercheuse Maria Leone, doctorante à Paris 4 en littérature française et enseignante en classe préparatoire à Lyon 4, dans son article audacieusement intitulé Rousseau, Jean-Jacques, inventeur du tweet. GGJJ. Je vous propose de découvrir aujourd'hui son travail. Bienvenue dans Avide de recherche. La chercheuse commence par préciser l'usage qu'elle fait de l'anachronisme, donc le fait d'utiliser quelque chose dans une époque à laquelle il n'appartient pas, comme par exemple le tweet à l'époque de Rousseau. Elle explique que cette démarche permet de faire résonner un phénomène de notre temps à travers une autre période, mais aussi de montrer que les classiques littéraires font preuve d'une grande modernité encore aujourd'hui, et que l'on peut projeter leur sens sur notre époque. C'est ce qu'on appelle l'actualisation. Elle propose donc dans son travail de redécouvrir des auteurs du XVIIIe siècle par le biais de l'anachronisme, puis de proposer des pistes pédagogiques pour les élèves. La chercheuse fait des parallèles entre les expériences et les réflexions de ces auteurs et celles auxquelles on peut être confronté aujourd'hui dans notre usage d'internet et des SMS. Diderot, dans une de ses correspondances, parle à une de ses amies d'un prestidigitateur de l'époque. Il explique que l'illusionniste est capable d'établir une correspondance d'une chambre à une autre entre deux personnes sans recourir à un messager intermédiaire. Diderot se prend alors à rêver. Si cet homme-là étendait un jour la correspondance d'une ville à une autre, d'un endroit à quelques centaines de lieues de cet endroit, la jolie chose, il ne s'agirait plus que d'avoir chacun sa boîte. Ces boîtes serviraient comme deux petites imprimeries où tout ce qui s'imprimerait dans l'une, subitement s'imprimerait dans l'autre. En gros, Diderot est en train de rêver de l'existence du chat. Rousseau, quant à lui, a expérimenté la paranoïa dévastatrice des délais de réponse, de l'absence et de l'attente liées à la messagerie presque instantanée. En gros, il a connu les limites et les dérives du mail 250 ans avant sa création. Le 31 août 1757, il échange des messages avec son amie et protectrice, Madame d'Épinay, par le biais de messagers alors qu'ils se trouvent à peu de distance. Ceci se fait donc de manière relativement rapide et sans qu'ils ne se voient. On peut presque y lire une sorte de préfiguration de l'échange d'emails compulsif ou de SMS entre deux interlocuteurs qui gagneraient à communiquer verbalement et physiquement, mais qui préfèrent surenchérir agressivement sur l'implicite de leur message en absence. D'ailleurs, après cet échange, ils se sont brouillés pour toujours. Leur système d'échange présente les limites de nos nouveaux modes de discussion, comme le traitement rapide et partiel, voire partial, d'une question qui gagnerait à être envisagée sous différents points de vue, ou encore l'interprétation d'un message sans les signes corporels et vocaux qui permettent de comprendre le ton, d'atténuer certaines tensions. Ce sont même probablement des messages plus proches des SMS que des mails, car le SMS appelle une réponse rapide, voire immédiate, tout délai risquant de compromettre le sens en brisant le rythme des échanges. Ensuite, Maria Leone compare les écrits de Richardson à Facebook. Le romancier anglais établit dans ses romans épistolaires de multiples niveaux de mise en scène de l'image de soi, constitutifs des stratégies de séduction. Les décisions, les gestes, les attitudes du personnage sont pensés en vue de la représentation qu'il donne de lui à autrui et donnent lieu à des interprétations ou à des commentaires de la part de ses amis ou de son entourage, bienveillants ou non. Ceci n'est pas sans rappeler nos pratiques sur les réseaux sociaux, hein? On en connaît un rayon. Nos nouvelles technologies coïncident sur beaucoup de points avec les systèmes de circulation des images et des discours de soi au XVIIIe siècle, et ces textes anticipent sur nos modes d'existence et nous permettent de les questionner. L'anachronisme nous permet donc un lien interactif entre les époques. La chercheuse se penche ensuite à nouveau sur Rousseau, décrivant certaines de ses préoccupations et fait l'hypothèse qu'il aurait très certainement été un twitto, je ne sais pas comment on dit, très actif s'il avait vécu à notre époque. En effet, elle fait un parallèle entre sa façon de diffuser certains de ses discours autobiographiques et nos usages des réseaux sociaux. Il y a un paradoxe entre son identité de penseur solitaire et misanthrope et le fait qu'il ne cesse pourtant de se questionner sur comment diffuser ses textes auprès de ses contemporains. Il perd très vite foi en les éditeurs qu'il pense acheter par ses persécuteurs et cherche un moyen de rentrer directement en contact avec ses lecteurs. Il met par exemple en place des stratagèmes pour transmettre directement son texte au roi sans succès. C'est d'autant plus compliqué pour Rousseau qui est à la fois une personnalité connue et détestée. On peut supposer que Rousseau, s'il avait vécu à notre époque, aurait probablement tenu un blog. Il y aurait publié ses textes et utilisé Twitter. Il aurait peut-être compté parmi ses followers le roi et aurait correspondu avec lui par DM. Il avait réfléchi aussi à distribuer un billet adressé à la nation française au hasard des rues. Toucher un maximum d'inconnus et les informer le plus rapidement possible, tel était le souhait de Rousseau que les réseaux sociaux actuels auraient peut-être exaucé. Il projetait dans certains de ses textes des modalités de communication totalement
totalement nouvelle, avec peut-être une forme de folie, mais posant la question de la complexité de la création, du contrôle, du ciblage et de la régulation de l'information. Des questionnements tout à fait contemporains. Rousseau a raconté 3 fois dans ses écrits ce qu'il a appelé l'illumination de Vincennes. Il y connaît une révélation intellectuelle fondatrice de son travail, et la chercheuse met en relation les récits de ces événements avec le mécanisme des mèmes, des tweets et des réseaux sociaux. Les 3 récits sont produits à des moments différents de sa vie et avec des intentions différentes, déclinant un même motif de façon multiple à la façon du même. Maria Léone souligne un procédé de série ouverte, puisque cet épisode aurait pu hanter l'imaginaire de Rousseau ou de ses lecteurs, générer des avatars préfigurant la valeur culturelle des séries ouvertes que sont les mêmes. De même, cette illumination est un instant très fugace, et Rousseau est alors dans l'impossibilité de noter tout ce qui lui vient, et de le partager comme il se doit avec ses contemporains, malgré la très grande importance qu'il accorde à ses pensées. Ceci n'est pas sans évoquer les contraintes communicationnelles du tweet. Rousseau sait que les mots dont il dispose réduiront sa pensée, mais il doit malgré tout la communiquer car il l'estime essentielle pour le devenir de la société. Sa pensée aurait pu être tweetée. Enfin, cet événement manifeste une articulation entre vie intime et vie publique, bouleversant à la fois le rapport de Rousseau à lui-même et son inscription dans une communauté intellectuelle. Les réseaux sociaux rendent aujourd'hui possible une articulation entre médias de masse et conversation personnelle, ce qui était autrefois 2 univers distincts. C'est pourtant précisément cette intersection que Rousseau a placée au cœur de ses Confessions comme moteur de son discours autobiographique. Il s'agit pour lui de livrer ses pensées et la complexité de son monde intérieur, pour ainsi dire en temps réel, ce qui n'est pas sans rappeler les fonctions des tweets, qui veulent ou font semblant de délivrer un discours authentique et personnel. De même, Rousseau pense que c'est au lecteur de son texte d'assembler les éléments et de déterminer la personne que ce dernier compose. Tout comme l'on pourrait avoir besoin de croiser et de confronter l'écriture fragmentaire des tweets de quelqu'un pour réussir à le cerner. Ainsi, les questions politiques et sociales que soulève Rousseau annoncent-elles les grandes problématiques de notre société, fondées en grande partie sur la construction des images de soi, leur impact sur le public, les effets d'adhésion ou de rejet qu'elles engendrent et leur incidence dans le champ social et politique. La chercheuse conclut en proposant des pistes pédagogiques pour les lycéens pour construire des savoirs à propos de textes et d'auteurs appartenant à un passé parfois mal considéré par ces derniers. Si vous êtes prof, ça peut vraiment vous intéresser, en plus l'article est très facile d'accès, n'hésitez pas à le consulter, le lien se trouve en description. D'ailleurs, Avide de recherche a maintenant un compte Twitter et un compte Facebook, vous pouvez nous retrouver là-bas, je vous mets tout ça en description. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas non plus à nous écrire au mail qui se trouve aussi en description. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel Avide de recherche. La perceuse se chance ensuite sur Pousseau. N'importe quoi, vous avez envie de me dire, vous êtes complètement aspergé avec mon question.